Bonsoir à tous. Merci de rester fidèles à la nouvelle chaîne ivoirienne. Bienvenue dans On en parle. Le problème de la consommation de drogue et de l'alcool par les élèves dans les établissements scolaires est de plus en plus récurrent en Côte d'Ivoire. Des bonbons et des mets à base de cannabis sont vendus dans les établissements scolaires et très souvent on trouve à côté de certains établissements des cabarets, des fumoirs. Selon les enquêtes de la police, la drogue qui rentre à l'école bénéficie de la complicité de plusieurs. La drogue à l'école, quelle solution? On en parle ce soir avec vous, toutes les personnes qui nous suivent en ligne, mais également avec les invités sur ce plateau et des invités dans le public. Alors, je vais présenter nos invités de ce soir. Nous avons Monsieur Aodakin Defane. Vous êtes conseiller psychologue et chargé de communication. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et merci d'être avec nous. Nous avons également Juste Crépin Gondo, qui est maintenant chroniqueur sur cette émission. Bonsoir, Juste. Bonsoir. Et merci d'être là. Juste à côté de vous, nous avons M. Kadio Aka, qui est président de l'organisation des parents d'élèves. Bonsoir, M. Kadio. Bonsoir, madame. Et merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et la dernière personne que je vais présenter, c'est M. Tapé Maurice. Vous êtes directeur des études dans un collège de la place. Voilà, merci d'être avec nous. Nous allons aborder donc cette question, cette thématique qui vous a été annoncée, la question de la consommation de la drogue, de l'alcool dans nos établissements en Côte d'Ivoire. La première chose qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce qui explique ce fait, d'après vous? Monsieur Aodakin. Oh, merci. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez afin d'échanger sur ce phénomène. Fléau des temps anciens, mais fléau qui est encore d'actualité. Alors, disons tout de suite que la drogue est une substance dont la consommation entraîne une modification du comportement de l'individu. OK. À la base, certains individus, pour diverses raisons, ont eu à consommer, en tout cas, cette substance. Mais il faut dire que ces personnes, véritablement, n'avaient pas d'informations sur cette substance. Donc, à tort ou à raison, les uns et les autres se sont adonnés à la consommation de cette substance. Vous pensez que c'est un manque d'information qui a conduit à la consommation dans les écoles? Oui. À la base, il faut véritablement communiquer là-dessus. Il faut véritablement réorienter la communication. Il faut informer les uns et les autres sur les effets réels de cette substance-là. Parce qu'à la vérité, les consommateurs, n'est-ce pas, pensent que cette substance leur apporte un mieux-être, mais c'est un faux sentiment. C'est un faux sentiment à la vérité. Donc, il faut revoir, il faut réadapter les stratégies de communication de telle sorte que les uns et les autres puissent saisir les dangers de la consommation de ces substances. Monsieur Tapé, vous êtes directeur d'établissement. Oui. D'après vous, qu'est-ce qui explique la drogue à l'école, l'alcool? Très bien, merci. Je pense que nous n'allons pas rentrer comme mon partenaire dans les définitions de la drogue. Mais moi, je prends déjà le phénomène de façon globale. Nous, ce que nous avons, ce sont des enfants, nos apprenants, qui, pour moi, rentrent dans la drogue, dans l'alcool, dans un premier temps par mimétisme. Le camarade a fumé, il faut que je fume. Ça commence Mais le camarade, au début, lui, il veut ressembler à qui? Lui veut ressembler à qui? À un adulte qu'il a vu fumer, certainement. Donc, le camarade a fumé, je fume. Ça commence par une petite cigarette. Et puis, on devient accro à la cigarette. Et par la suite, on recherche des sensations fortes. Et on va dans les drogues dures maintenant. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'alcool. C'est une drogue, mais il y a aussi l'alcool. Mais l'enfant apprend à boire où et quand. Moi, on est en société. Des parents qui reçoivent des visiteurs, et pendant qu'ils reçoivent leurs visiteurs, disent à l'enfant, goûte un peu. Mais ça commence là. Et au fur et à mesure, l'enfant prend l'habitude. Au point où, dès qu'il y a un invité, il accourt vers la table. Il sait qu'on va lui donner l'opportunité de goûter. Et puis, les habitudes naissent là. Ce que moi je veux dire concernant les élèves en général, comme je l'ai dit, il y a le mimétisme, mais il y a des gens qui viennent les influencer. Comme qui, par exemple? Leurs camarades. Parce que je ne connais pas d'établissement qui inscrivent dans ses fiches de renseignement ou d'inscription qu'il inscrit des élèves consommateurs de drogue ou d'alcool. D'accord.
Donc l'enfant vient s'inscrire. Mais il vient avec des habitudes. Où il a acquis ses habitudes? Dans la société. On va permettre peut-être à M. Cadio de réagir. Vous êtes parent d'élève. Il dit la consommation de l'alcool et de la drogue commence à la maison. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Et bien sûr, il y a l'encadrement parental qui est primordial. Si l'enfant n'a pas été bien encadré à la maison, eh bien, il va sans dire qu'il va s'adonner à des comportements déviants. Et je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Allons-y. Parce qu'il s'agit de la drogue et de l'alcool en milieu scolaire. Il faut donc définir qu'est-ce que c'est que l'école. L'école est le lieu de construction de l'enfant pour un avenir meilleur pour son pays. L'école, c'est le lieu où on cultive les valeurs. L'école, c'est le lieu où il y a les émotions qui se développent. Et lorsqu'on a cela, eh bien, l'école doit pouvoir fonctionner correctement. Or, lorsque l'enfant commence à s'adapter à la drogue et à l'alcool, alors il va en sens contraire de ce que prévoit l'école pour son avenir. Mais il y a un directeur qui dit que ça commence à la maison. Mais je développe, j'arrive. Oui, on va vous laisser arriver. Et donc, le parent, sachant que c'est à l'école que son enfant va pouvoir devenir une personnalité, quelqu'un demain, il doit pouvoir donc prendre des mesures pour que cet enfant-là puisse se départir de ces comportements déviants qui sont la consommation de l'alcool et donc de la drogue. Donc, le parent a un rôle prépondérant à jouer dans le fonctionnement du système nerveux même de son enfant. Le parent doit pouvoir connaître son enfant. Et lorsque votre enfant qui était aussi poli, aussi calme, aussi sobre, lorsque vous le voyez devenir un peu plus vigoureux, plus nerveux et tout, vous devez vous poser des questions et chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on arrive à découvrir. Voilà, et à comprendre ce qui se passe. Et nous, sur ce plateau, ce soir, on veut essayer de comprendre ce qui se passe. Je veux juste préciser qu'on a un public jeune à qui on donnera également la parole pour quelques réactions et quelques questions. Juste Crépin, vous êtes jeune, vous êtes passé par l'école ivoirienne. D'après vous, qu'est-ce qui explique que dans nos écoles, les élèves consomment la drogue, consomment l'alcool? Alors, il y a 3 phénomènes qui expliquent cela. Le phénomène numéro 1, c'est la démission des parents. On a aujourd'hui des parents qui ont confié par procuration l'éducation de leurs enfants, soit à des enseignants, rares sont les parents même qui se rendent à l'école pour voir les performances de l'enfant, ou bien soit à la nounou. La deuxième des causes, on a les médias. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi au travers de certains médias à rendre stylé le fait de fumer de la drogue. Comment ça? À travers les clips. OK. Il ne se passe pas des clips qui niaient de l'alcool et de la drogue à côté. C'est devenu quelque chose de tellement usuel qu'on s'habitue à ça. La troisième des causes, c'est plutôt les amitiés, les camaraderies, parce qu'il y a toujours un qui a fait l'expérience, et puis après qui invite l'enfant ou bien l'ami à pouvoir faire aussi. Mais on a aujourd'hui des parents qui vivent sous des pressions financières tellement qu'ils ont trouvé un refuge, soit dans la boisson, ou bien eux-mêmes dans la drogue. Parce que ce n'est pas que les enfants, avant que ça arrive sur l'enfant, un père qui se shoot, ou bien qui trouve refuge dans l'alcool, ça ne lui dérange pas que son enfant aussi en prenne, parce qu'il le comprend presque. Donc nous sommes dans une société où on a la baisse de certaines mœurs parce qu'avant, nous, le truc grave qu'on faisait, on prenait les papiers journaux et puis on allumait pour se cacher pour fumer parce que tu savais que le premier grand frère que tu rencontres, il va te gifler. Il t'attrape par les oreilles pour t'envoyer jusqu'à la maison. Voilà. Aujourd'hui, on a des parents qui disent « touche pas à mon enfant. Voilà. Garde à toi, tu as tué son enfant, tu as un problème. Peu importe ce qui se passe, c'est mon enfant. Il n'est pas venu au monde par voie basse, il est venu par césarienne. Ça fait mal. Et après, c'est ce que ça donne. Parce qu'on ne maîtrise plus l'enfant. Et quand on dit il parlait tout à l'heure que l'enfant apprend à l'école, à la maison, à commencer à fumer, mais disons la vérité, c'est que dans certaines écoles, il existe tout un réseau de distribution et de vente de drogue. Et justement, on va parler... À ce niveau, oui, allez-y. À ce niveau, et ça, je reviens sur un thème qui est utilisé là, la consommation de l'alcool dans les établissements. Ça, l'alcool, la cigarette, la drogue ne se consomment pas dans les établissements. Ça se consomme dans les environs. Ça ne se consomme pas dans les établissements. Donc, moi, c'est le thème dans même. Mais ça se consomme où, d'après vous? On a vu des rapports d'enquête où des fumoirs ont été découverts dans les établissements. Oui, tout à fait. Dans certains établissements. Dans l'environnement scolaire. Dans l'environnement de l'école. Bon, je parle d'environnement.
à l'extérieur de la culture. D'accord. Voilà. Parlons de la responsabilité au niveau de l'école. Mais l'école n'est pas responsable d'un enfant qui consomme l'alcool. Qui est responsable? Mais c'est celui qui lui a appris à droguer, à boire. Moi, je vous dis, dans les établissements, il y a les règlements intérieurs. Il y a des règlements intérieurs. Et quand nous détectons dans le comportement d'un enfant que cet enfant-là, c'est possible qu'il fume, mais qu'est-ce qu'on fait? On tape là-dessus, on l'exclut ou on le sensibilise. Donc pour vous l'école n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe, aucune responsabilité dans la consommation de la drogue. Il y a des parents qui vous disent « j'ai bien éduqué mon enfant, il est allé à l'école et il a été initié par quelqu'un ». Qu'est-ce que vous répondez? Je vois que M. Aodaka veut réagir. Bon, d'accord, allez-y. Ok, bien évidemment, merci. Alors, il faut dire que là, nous sommes en train d'interroger tout de suite les différents indicateurs de socialisation, à savoir la famille, premier milieu de socialisation par excellence, au-delà l'école, second milieu de socialisation, et ensuite en troisième position, comme il a si bien indiqué Crépin, les masses médias. Alors, chaque indicateur de socialisation a sa part de responsabilité. Bien évidemment, l'enfant, il vient au monde, il naît dans une famille. Au sein de cette famille, il va apprendre, n'est-ce pas, à se comporter. Il va apprendre à rentrer en relation avec les aînés. Alors, au sein de cette famille, l'enfant a besoin de repères. Il a besoin de modèles. De bons modèles et de bons exemples. Car bien évidemment, ce ne sont pas toutes les familles qui proposent de bons modèles. Il faut Mais il y a des familles qui proposent de bons modèles. Oui, il y en a quand même. Il y en a quand même, bien évidemment. Il y en a quand même qui font l'effort de proposer, n'est-ce pas, de bons modèles aux enfants. Mais ce que nous disons, c'est que c'est la constance. Sur la base des études, n'est-ce pas, réalisées dans le domaine, comme l'a si bien indiqué le président des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, à la base, l'enfant, lorsqu'il vient dans la famille, le parent a pour souci premier de bien éduquer l'enfant. Mais est-ce que dans l'environnement familial, ces indicateurs, n'est-ce pas, de socialisation, là, est-ce que tout le monde propose des bons comportements, n'est-ce pas, à l'enfant? Monsieur Adokin, je vais vous laisser développer. On va prendre des éléments qui vont enrichir notre débat parce qu'on a posé la question aux Ivoiriens. On a cette rubrique, La rue en parle, et la question qu'on a posée, consommation de drogue à l'école, à qui la faute selon vous? Suivons les réactions. Chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire-là. Bien au niveau des parents, des éducateurs même, l'enfant même aussi, il a sa part. Si l'enfant n'est pas bien suivi à la maison et qu'on répond à tous les caprices de l'enfant, le jour qu'il n'y a pas, il peut aller voir ailleurs. La consommation de la drogue en milieu scolaire a plusieurs facteurs. C'est-à-dire que nous-mêmes, notre société, il y a eu une détérioration de la société au niveau un peu de tout le monde. Il y a eu la guerre, les crises, et puis ça fait que les parents aussi, c'est pas trop de leur faute, mais il y en a qui se sont désengagés. Les enfants, il ne faut que copier ce qu'ils voient sur les grands. Un père ne peut pas dire à son fils d'aller à l'école et d'aller se droguer. C'est eux-mêmes, les enfants, qui sont fautifs. Le problème, c'est les enfants, ce n'est pas les parents. L'éducation d'un enfant commence par la maison. La maison, la cellule interne, c'est la maison. Donc moi, pour ma part, vraiment, en tant que parent, on a un rôle primordial à jouer. Moi, en tant que mère, c'est ce que je fais. Déjà, je suis beaucoup regardante. Je fixe les enfants et les conseils commencent par la maison. Bon, la faute vient de la jeunesse eux-mêmes. Parce que les parents sont censés donner conseil à leurs enfants, mettre les enfants à l'école pour que demain ils puissent réussir. Mais les enfants, lorsqu'ils sont entre eux la jeunesse, l'esprit se motive, donc ils veulent découvrir quelque chose, quoi. L'éducation des enfants, ça dépend des parents. Quand un enfant fume drogue, ça dépend des parents. Quand un enfant fume, ça dépend des parents. Quand un enfant boit, ça dépend des parents. Sinon, moi, mes enfants, leur habillement, même mon pantalon actuel où les enfants portent leur derrière, là, ça y est, là, moi, sur moi, ça ne marche pas. Un enfant ne doit pas percer, un garçon ne doit pas percer son oreille. Donc tout ça, là, ça dépend des parents. Les parents font ce qu'ils peuvent faire. La faute revient aux enfants, aux élèves eux-mêmes. Bon, je pense que la faute vient des enfants. Parce qu'à la maison, tu as beau donner des conseils aux enfants, et quand tu sors à leurs amis, ils font du n'importe quoi. Moi, je vois que la faute vient des élèves, quoi. Parce qu'aucun parent ne peut accepter que non, son enfant consomme l'alcool, ni la drogue.
Bon, aucun éducateur n'est pas accepté que son élève consomme la drogue et l'alcool. Responsabilité donc partagée quand on suit cet élément, les parents, les élèves, les éducateurs. Monsieur Adakin, je vais vous laisser continuer votre développement. Comme nous l'indiquions tantôt, au-delà de la famille qui est le premier lieu de socialisation, apparaît l'école. Au sein de l'école, l'enfant va rencontrer le maître, il va rencontrer l'éducateur. Comme le monsieur l'a si bien indiqué, donc monsieur Tapé, directeur des études, le comportement, n'est-ce pas, du maître, c'est un comportement indirect. Ce n'est pas un comportement direct qui pousse l'enfant à aller consommer la drogue. Lorsque le maître dit, par exemple, à l'enfant, sur la base d'une mauvaise note obtenue en classe, il a eu, par exemple, 2 de moyenne. Et le maître, n'est-ce pas, qui dit à l'enfant, tu es bête, tu es un idiot. Enfant bon à aller au champ. Avant, dans nos anciens bulletins scolaires, enfant bon à aller au champ. Mais vous voyez qu'un tel enfant, n'est-ce pas, du point de vue de son image de soi, mais son image de soi, n'est-ce pas, se dévalorise. Il perd de la valeur, il s'attribue, n'est-ce pas, une représentation de son moi négatif. Donc, sous ce rapport, il peut ne même plus venir en classe. Alors, il quitte la maison le lendemain, il donne l'impression à ses parents qu'il va à l'école, mais il ne rentre pas, n'est-ce pas, dans l'établissement. Il va se mettre tout juste derrière la clôture, il va se mettre, n'est-ce pas, à un carrefour. Mais à ce carrefour, n'est-ce pas, qui est-ce qu'il rencontre? Mais il rencontre des groupes de paix, il rencontre des inconnus. Bien évidemment, en l'absence des parents, cet inconnu, n'est-ce pas, va proposer des choses à l'enfant. Cet inconnu va échanger avec l'enfant, va communiquer avec lui. Okay. Et dans cette forme de communication informelle, alors une petite cigarette peut être délivrée à cet enfant. Au-delà de cette petite cigarette, un matin, la consommation, n'est-ce pas, de drogue apparaît. Une consommation même inconsciente, surtout à travers les retrouvailles. À l'occasion, par moment, des anniversaires, des rencontres entre élèves, entre amis. Souvent, l'enfant, n'est-ce pas, est en train de consommer une substance. Pour lui, c'est certainement pour frimer, c'est certainement pour faire tendance, mais à la vérité, c'est la drogue qu'il est en train de consommer. Ça va le détruire. C'est pourquoi nous avions dit d'entrée de jeu que des sciences de communication, d'information seraient intéressantes pour pouvoir changer la représentation, n'est-ce pas, de la drogue, pour que l'enfant ait une autre représentation, une autre perception de cette drogue-là. OK, on vous comprend bien, on comprend bien ce que vous venez de dire. Je vais donner la parole à Crépin avant de donner la parole à M. Tapé. Moi, j'aimerais que vous parliez de la responsabilité des enseignants, mais bien avant cela, juste Crépin, est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez dire au propos de M. Oui, ce qu'il a dit, c'est la vérité, c'est clair. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que chacun ait l'intention de se dédouaner pour dire non, ce n'est pas de ma faute. C'est ça. Tout le monde est concerné par le problème. Parce que même dans les écoles, il y a des écoles qui sont très grandes. On ne parle pas seulement d'Abidjan, mais vous allez à l'intérieur du pays. Personne ne peut surveiller tout ce que les enfants font dans l'établissement. Ça, c'est déjà sûr. Mais en plus... Donc, ça pose un problème de structuration de l'école. Ça pose un problème de structuration, devrait avoir un nombre suffisant pour suivre les élèves. Quand on a déjà des salles qui sont au-delà de l'effectif qui est conseillé, déjà, ça devient compliqué. Et puis, quand on a des enfants, on a par exemple des enseignants qui, eux, sont vraiment friands de quitter rapidement le lieu pour aller soit en week-end ou bien aller ailleurs ou bien se faire représenter. Souvent, on prend un élève d'une classe qui est supérieure, on dit « Viens, t'assois ici, surveille celui qui te va, tu prends son nom. » Et puis, il va faire ce qu'il veut. Parce qu'en fait, il est fonctionnaire d'État. Donc, c'est des cas qui arrivent. Mais moi, il y a un autre truc qui me choque, c'est qu'à quelques encablures des établissements, il y a des maquis qui se permettent de mettre des gros affichages comme ça, sur lesquels c'est écrit « bière, machin ». La loi dit que ça doit être réglementé de cette sorte que, dans une zone qui est bien délimitée, il ne faudrait pas qu'il y ait de maquis ou même d'affiches. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu des 12 mètres carrés qui sont placés sur des petits maquis. Parce qu'il y a eu une guerre entre deux marques qui font que... Mais vous allez dans des villes, mais c'est impressionnant. À tous les carrefours, dès qu'ils voient une école, le font. Et ils acceptent que les élèves viennent en tenue scolaire, s'assoient dans l'endroit. Je ne vous parle même pas des contrôles qui ne sont même pas faits dans les bails, dans les maquis. Et sans dire que les histoires de chicha, quand vous allez plus loin, ils mettent d'autres substances, d'autres produits là-dedans. Avant, il fallait se déplacer. Maintenant, les élèves ont trouvé un système où ils mélangent tramadol, machin, d'autres produits bizarres. Vous les verrez, ils sont avec des bouteilles comme ça, assis dans des espaces verts en train de causer entre eux, des bouteilles de Sprite, parce que c'est dedans, ils mettent les comprimés, machin, et puis ils mélangent. Donc eux-mêmes, ils sont capables maintenant de fabriquer la substance à leur niveau. Et tout cela se passe dans l'environnement scolaire. On note aussi que certains événements, en fait, la consommation de l'alcool se passe aussi dans l'établissement lui-même. Moi, j'aimerais que vous puissiez nous dire, M. Tapé, notamment sur la responsabilité des enseignants. M. Audakin disait, par exemple, l'enseignant qui dit « bon pour le chant », bon, ça a une incidence sur le moral de l'élève. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je n'exclus pas le fait que les enseignants ne soient pas en partie responsables. Mais ce n'est pas en conseillant à l'enfant de consommer la drogue. Oui. Ce sont des jeunes. La plupart, aujourd'hui, tous nos enseignants
c'est à moins de 30 ans, mais qui, en dehors de l'école, mènent cette vie mondaine-là aussi. Et comme ce sont les modèles pour les enfants. Donc les enseignants ne sont pas des modèles, c'est ce que vous dites? Non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas des modèles. Il y a des enseignants qui sont très adulés par les élèves. OK. Mais en dehors de l'école, cet enseignant ne fume pas à l'école, il ne boit pas alcool à l'école. Mais quand il sort de l'école, l'enfant sait où le retrouver. Okay. Non, mais M. Tapé, allons plus loin. Il y a des enseignants qui viennent en classe, ils ont les yeux rouges, ils puent l'alcool. Hein. Il y a d'autres même là. Entre deux coups, il s'est mis devant la porte, il est en train de fumer sa cigarette. Oui, mais l'école tape dessus, là-dessus. Non, mais l'école tape, mais après, Evelyne... Non, c'est des cas rares quand même. Non. C'est que les élèves, en fait, ils adorent les maîtres et les enseignants qui sont un peu hors normes. Ça dit, dès qu'il est une attitude un peu débrayée, il fait ce qu'il veut. On dit, oui, là, c'est nos gars, lui, c'est nos gars. Et il y a des enseignants qui vont s'asseoir au maquis avec les élèves, les achètent la bière, ils boivent ensemble. Monsieur Tapé, on voit, ce sont des images qu'on voit des enseignants assis avec des élèves en train de consommer de l'alcool. Est-ce que les enseignants sont censés être un modèle pour ces élèves-là? Ils ne sont pas toujours ce modèle. Qu'est-ce que vous répondez? Ce qu'est sur un enseignant, c'est sa personnalité d'abord. Okay. Et c'est cette personnalité-là que l'enfant regarde et suit. Mais je ne pense pas, à mon humble avis, qu'un enseignant vienne à l'école et veuille véhiculer cette image, cette anti-valeur, cette image d'alcoolique, de fumeur. Mais je dis que l'enseignant est apprécié par l'enfant. Mais quand il quitte l'école, voilà tout le problème. Quand il quitte l'école, mais hors de l'école, il doit demeurer un modèle. Hors de l'école, il doit continuer de demeurer un modèle. Malheureusement, il y a des cas où ce sont des jeunes, comme les élèves eux-mêmes. On va continuer les échanges. Monsieur Kado, je vais vous donner la parole juste après la pause publicitaire. Retour donc sur le plateau de On en parle et ce soir nous parlons de la consommation de la drogue et de l'alcool à l'école. Nous sommes de retour donc de cette pause et nous allons continuer avec une pause avec Chicken Pact qui va faire maintenant son entrée sur ce plateau. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Chicken. Les sachants, je vous salue. J'ai vraiment apprécié vos interventions. Moi, je voudrais être très clair. Hein. Je ne vais pas mâcher mes mots. Je suis celui qui dit ce qu'il pense. Vous savez, moi, quand j'avais pris le pouvoir en Guinée... Chicken, on est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. Restez tranquille. Je suis en train de parler de mon pays, la Guinée. Okay. Même si nous traversons des turpitudes. Attendez. Bon, on est là. Parce que ma première mission, quand j'avais pris le pouvoir au temps du CNDD, c'était pour traquer les narcotrafiquants. Il fallait toucher ça à la base. Mais les gens ne m'avaient pas compris. Ils m'ont traité de démagogue, de machiavélisme. Aujourd'hui, regardez ce que le monsieur a parlé. Il a bien parlé. Il a parlé même fort. Nos enfants, au-delà même de la drogue dont nous parlons, la chicha qui est venue là, mais elle est plus toxique que tout. Et comme il a dit, il s'adonne à ça. Il faut déjà commencer à demander aux forces de l'ordre d'annuler tous les coins de chicha, déjà. Oui. Et puis, nous nous trompons de combat. On fait croire que c'est dans les établissements publics. C'est faux. Les établissements de bourgeois, des enfants de bourgeois, là, je ne vais pas citer les noms. Mais c'est les établissements les plus pourris. Le papa, il est ministre, directeur, PDG, PCA. Il prend l'enfant avec une grosse cylindrée, il le dépose. Mais l'enfant ne manque de rien. Mais le papa, il s'est dit, il faut embourgeoiser l'enfant. Et avant de l'embourgeoiser, il y a un embourgeoisement malsain qui rentre en ligne de compte. Et aujourd'hui, on se surprend de dire que nos enfants vont dans l'abîme. Et c'est dommage. Vraiment. Donc je voudrais dire à nos enfants, ne faites pas qu'on pète le dévolu sur les professeurs et les éducateurs. Vos parents doivent être les premiers gendarmes. Je vous regarde, regardez-moi, avec vos narines, vos mâchoires, vous vous mettez dans le coin en train de fumer les chichas. Arrêtez. Une chicha, 2 chichas, ça devient une drogue en global. Tu qu'on a compris tout ça. Comment ça va en Guinée en ce moment? Mais actuellement, on va me donner raison. Je vais dire au chef d'État qui porte les chemises pagnes, méfiez-vous. Quand vous commencez à porter les chemises pagnes, c'est qu'il y a un bambam qui vous suit. Ah bon? Et qui vous a attrapé déjà. Bon, voilà. On dit Dadis, celui qui a parlé. Mais moi, quand je parlais,
C'était pour interpeller les gens, pour leur dire que la Guinée est un pays où toutes les contingents doivent se réunir pour parler un seul langage. Voilà. Les Africains, ils s'oublient un moment, ils croient qu'ils sont immortels, qu'ils sont des demi-dieux. Président, c'est quoi? Moi, Dadis, il m'a envoyé des chevrotines. Je suis à Ouaga. Aujourd'hui, bon, Yako, je crois que nous devons être solidaires des Guinéens. Et puis, voilà, faites-moi venir, je vais lutter contre les narcotrafiquants. Et les enfants ne vont plus fumer la drogue. Merci. Merci, je vous remercie. Merci. En tout cas, nous sommes en Côte d'Ivoire et voilà, ce soir, nous parlons de la consommation de la drogue dans nos établissements. Monsieur Kadio, vous êtes impatient. Oui. Bon, on a parlé de responsabilité. C'est ça. Les responsabilités sont vraiment partagées. Chacun a sa part de responsabilité. Tout comme il y a de très bons enseignants en Côte d'Ivoire, il y a également de mauvais enseignants en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se leurrer. Tous les enseignants ne sont pas sains. Il faut le dire clairement pour que chacun puisse se corriger s'il faut se corriger. Et il faut absolument que les enseignants se corrigent, qu'ils soient au diapason pour que l'école puisse évoluer. Et c'est en tant que parents d'élèves, c'est ce que nous attendons, de bons enseignants qui donnent un enseignement de qualité. Et c'est l'enseignement de qualité qui va faire évoluer les choses. Et nous, les parents, nous avons tellement pris conscience que nous sommes en train de faire un colloque national sur la responsabilité parentale. À quoi il va servir ce colloque? Qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de choses vont changer, certainement. Parce que la goutte d'eau qui tombe sur la roche, goutte à goutte, finit par la percer. Voilà. Et nous sommes aussi dans la phase des états généraux de l'éducation. Ça veut dire que nous avons pris conscience que notre école va mal, avec tout cet art que nous voyons, la drogue, le sexe, l'alcool et tout. Ben, il faut bien que quelque chose change. Et c'est ensemble, dans une synergie d'action, chacun apportant ce qu'il a, ce qu'il sait faire, que nous arriverons à ce changement. Une école de qualité. OK. Merci, M. Kadio. On va également prendre l'avis des internautes, des personnes qui ont donné des commentaires sur notre page Facebook. Et c'est dans la rubrique « Vue sur les nets ». OK, Vue du net, donc on a cette réaction de Alphonse Eric Kouakou. Il dit ce sont deux phénomènes qui se sont généralisés. Malheureusement, je pense que la sensibilisation pendant les cours devrait être à envisager, ainsi que les fouilles corporelles pendant les cours en classe et l'EPS. La deuxième réaction est de Nico Hingesson qui dit il faut occuper l'apprenant au-delà de ses heures de cours avec le théâtre, l'écriture, le sport, les clubs, bref, une vie scolaire active car l'oisiveté est mère des vices. Soigner ses fréquentations, prêter une oreille attentive à l'adolescent à la maison comme à l'école, car son recours à l'école et à la drogue peut cacher un mal-être. Et la troisième réaction est de Ali Ouedraogo. La drogue est un mal qui mine notre société et particulièrement l'école. Cela a pour cause la mauvaise fréquentation et l'inconscience de nos élèves face aux méfaits de la drogue. On poursuit avec maintenant Claude Hussein Koulibaly. Il dit ceci. La drogue en milieu scolaire, moi je suis à Boaké, le cas du lycée modèle Belleville de Boaké. Les jeunes gens, consommateurs et vendeurs de drogue règnent en maître aux alentours de l'établissement. À l'intérieur de l'école comme à l'extérieur, les élèves se font agresser, se font arracher leur portable par force. Souvent, ils sont poignardés. À cause de cela, les élèves ne font plus l'EPS l'après-midi. Et parce qu'après 17h, ça devient autre chose. Si vous pouvez en parler, ça me fera énormément plaisir. Merci pour votre réaction également. Elvis
Kwao dit ceci: « Je pense que le gouvernement doit prendre des mesures visant à déguerpir les maquis, bars situés à proximité des écoles, sensibiliser la jeunesse ivoirienne aux dangers liés à l'alcool et à la drogue. Les individus qui profitent de la naïveté des élèves, commercialiser la drogue, l'alcool, afin de se faire de l'argent, doivent être punis par la loi. L'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse. » Et puis Yves-Patrick Pouilly qui dit: « Les vrais criminels, ce sont ceux qui vendent l'alcool à proximité des écoles. » Donc c'était des réactions des internautes dans la rubrique Vue du net, et rubrique pour laquelle je souhaiterais avoir votre réaction, notamment sur, M. Tapé disait, ça se passe dans l'environnement de l'école. Est-ce que vous vous sentez impuissant de ce qui se passe dans l'environnement de l'école? Pourquoi on n'arrive pas à assainir cet environnement? Vraiment, à ce niveau-là, comme vous l'avez dit, on se sent vraiment impuissant. Des gens viennent s'installer. On leur dit de dégager. Mais ils sont toujours là et la municipalité, sans accuser, mais qui viennent prendre les taxes. Ça veut dire que malgré le fait qu'on ait informé la police, malgré le fait qu'on ait informé les autorités municipales, ça perdure. Et on voit ces autorités municipales, c'est-à-dire à travers ceux qui prennent les taxes, venir prendre les taxes. Vous avez le sentiment que ces autorités encouragent ce qui se passe aux qu'ils encouragent ou pas, moi je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on attire leur attention et ils ne réagissent pas. Quelles sont les réponses que vous avez eues? Est-ce que vous avez déjà eu des réponses lorsque vous avez contacté les autorités pour dire... on contacte, ils nous disent, on va le faire, mais on ne voit personne. Moi j'ai un cas précis. Allez-y. Voilà. Je faisais des tournées de visite d'établissement. Je suis arrivé dans un établissement privé. Et juste en face de l'entrée d'escalier où l'école est à étage, il y avait une jeune fille qui était installée là, qui vendait l'alcool et certainement la drogue aussi. En tout cas, elle faisait son commerce qui était vraiment illicite. Et le fondateur m'a dit: « Président, tu sais, j'ai un problème. Si tu pouvais m'aider à régler ça. » J'ai dit: « Quel problème ?» Il dit: « Mais cette jeune fille-là, elle est là, elle vend des choses impossibles. On a tout fait, elle ne peut pas aller. En face de l'école, il y a le commissariat. Du 22e, je crois, à Yopougon. » OK. Je dis: « Mais ce n'est pas possible. » On est descendu, on est allé voir le commissaire. Il dit: « Monsieur le commissaire, voilà une situation. » Il dit: « Je suis au courant, Monsieur le Président. Mais on ne peut pas régler ça. Ça fait des années que ça dure, on n'a jamais pu régler. » Quelles sont les explications qu'il a données? Pourquoi on ne peut pas régler? Mais je ne sais pas. La fille est inamovible. Personne ne peut l'enlever de là. Donc la responsabilité des autorités, de l'État. Voilà. Le commissariat en face. Donc j'ai dit: « Bon, d'accord, moi je vais régler ce problème-là. » Il a dit: « Mais si vous pouvez régler, j'ai dit: « Je vais régler ce problème. » Puis j'ai pris la fille à côté. J'ai demandé, elle est de quelle ethnie et tout. Elle dit: « Elle est Agni. » Je dis: « Moi, je suis Agni. Tu vois, je suis ton papa. » Okay. Et puis, tu vois, les enfants qui sont là, ce sont des élèves. Ils ont leur avenir à préparer. Tu leur vends la drogue, tu vends même des capotes et tout ça. Et ça va agir sur leurs études. Donc, il faut chercher à quitter le lieu. Je vais t'aider financièrement à t'installer ailleurs et même faire mieux. En tout cas, j'ai pu convaincre la fille. Et vous avez pu régler le problème? Quand on a fini de parler, elle a commencé à pleurer. Puis il dit: « Papa, je vais quitter. » Je dis: « C'est sûr, sûr ?» Il dit: « Oui, je vais quitter. » Je suis allé voir le commissaire. Il dit: « Bon, la fille dit elle va quitter demain. Donc je m'en vais. Demain, si elle quitte, vous m'appelez. » Je suis monté voir le fondateur. Il dit: « Bon, elle dit qu'elle va quitter. » Je suis parti. Le lendemain, à 9h, on m'appelle, on dit: « Ah, la fille est partie de là. » Elle a quitté. OK. Juste Crépin. Elle a quitté les lieux. Juste Crépin. Elle a libéré les lieux. Votre avis, Juste Crépin, est-ce normal que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on puisse régler de tels cas de façon personnelle? Elle a écrit des milliers de tonnes. Normalement, ce n'est pas à lui de régler ce genre de problème-là. Ils sont interpellés. Il y a une laisser-aller qui perdure dans ce pays. On laisse les gens faire un peu ce qu'ils veulent. C'est ce qui fait que ça donne ces désordres qu'on voit là. Avant, je disais qu'il faut que les maîtres chicotent les élèves là. Parce que nous, à chicoter, c'est trop facile. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Donc je disais, il faut qu'on les chicote aussi. Mais en fait, nous, à la maison, on craignait. Je me rappelle comme ça d'une anecdote. Mon père était encore habillé. Donc, à l'intérieur du pays, ce sont des gens qui sont vraiment, on les connaît, tout ça. Et puis, je vais à l'école, je me comporte mal. Et puis, il y a le maître qui me bastonne.
Donc, je dis au maître, je vais dire à mon papa, tu vas voir mon chien, tu ne connais pas mon papa, parce que je pensais que le vieux allait mettre tous ses appareils de corps habillé et puis arriver... Il allait vous défendre? Il allait me défendre, tout ça. Quand je lui ai dit, il m'a dit, d'accord, il a fait ça, bon, je viens avec toi, allons. Effectivement, il m'a envoyé, on est parti à l'école. Et il causait le maître, lui dit, ce que tu as fait, c'est petit. En fait, je te donne le quitus de le botter autant qu'il faut. Oui. Et d'ailleurs, quand on va retourner à la maison, moi-même, je m'occupe de lui personnellement. Et il avait un lien, ce qui faisait que j'avais des problèmes à l'école, j'avais des problèmes à la maison. Mais on a aujourd'hui, premièrement, des enseignants qui n'ont même plus le droit de parler fort ou bien de... J'ai appris qu'on dit qu'il ne faut même pas trop les surveiller parce que ça les stresse. Okay. Donc, quand il y a arrivé un moment, l'enseignant, lui, il laisse, hein, il se dit, ce n'est pas mon enfant. Moi, je fais le strict minimum, je lui donne ce qu'il peut. Parce que vous savez, ce n'est pas tous les parents qui ont été complices de la déviation de leur enfant. J'ai eu, par exemple, le cas de la fille de Tina Lobo-Valentine, la mère d'Arafat, sa grande fille là, qui est tombée dans la drogue, tout ça, mais elle s'est déplacée, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Moi, j'ai changé, elle m'a dit vraiment, par le canal de son médecin, je ne sais plus je vais faire quoi. J'ai dépensé ce que je peux, j'ai tout fait, mais là, c'est difficile à rattraper. Okay. Donc, vous voyez que c'est des cas qui existent dans notre société où c'est devenu la musique. On ne parle pas trop de la musique, mais la musique rap, surtout. On a parlé de la musique sur ce plateau il y a quelques jours. Comme je le disais au début de l'émission, on a un public. On va entamer notre rubrique La Baladeuse. Donc, je vais aller vers ce public-là pour sa réaction. Touré Mokhtar. OK, d'accord. Donc, jingle d'abord, avant la rubrique La Baladeuse. C'est donc la rubrique La Baladeuse et nous avons Touré Mokhtar pour, je sais pas, bonsoir. Merci d'être là. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tout ce qui se dit sur la consommation de la drogue à côté de l'école ou dans l'école? Est-ce que vous avez déjà été témoin de cela? Est-ce que vous avez déjà vu? Oui, effectivement, j'ai été plusieurs fois témoin de ces genres d'actions dans les établissements même. Il faut dire que il y a un point qui n'a pas été évoqué lorsque vous entendez parler. C'est quel point? Parlez un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre sur ce plateau. Il y a aussi chez nous, les jeunes, il y a l'envie de vouloir tout tester. OK. Donc, quand on voit un ami qui prend de la drogue, chez nous, on dit qu'il est cool. Hein. Dans l'établissement, on dit qu'il est cool. Donc, lorsqu'il prend de la drogue, on dit qu'il est cool. Du coup, nous, on a envie aussi d'être cool. C'est pour cela qu'il y a souvent ces phénomènes de drogue dans nos établissements aussi. Donc, c'est ce point qu'ils n'avaient pas évoqué que je voulais aborder aussi. Et est-ce que vous avez une question pour les personnes qui sont avec nous? Oui, j'ai une question notamment pour le directeur d'établissement. Puisque, en parlant, j'ai l'impression qu'il dénie toute responsabilité. Mais la question que je voudrais poser, monsieur le directeur, en parlant, qu'est-ce que vous réellement vous faites dans vos établissements pour pouvoir éradiquer ce phénomène? OK. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans vos établissements? On va prendre la deuxième réaction et on va vous permettre de réagir. Donc, notez bien la question. Je vais aller vers Savané Tana. Savané Tana, bonsoir et merci d'être avec nous. Déjà, vos impressions sur ce que vous avez entendu au cours de cette émission. Bonsoir. Pour ma part, bon, ce phénomène, ça date de très longtemps. Et c'est vrai que nous pensons tous qu'il n'y a pas de solution pour... On vous entend un peu mal. Rapprochez un peu le micro. Voilà. Et puis parlez un peu plus fort. Sentez-vous à l'aise. N'ayez pas peur. Nous pensons que ce phénomène, il n'y a pas de solution pour l'éviter, mais c'est faux. Et je dirais qu'en grande partie, c'est la faute aux parents. Parce que la plupart des parents, lorsqu'ils mettent les élèves, leurs enfants à l'école, pour eux, la plus grande responsabilité, c'est l'école. Surtout les éducateurs, de s'en occuper. Alors qu'il ne suffit pas de mettre un enfant à l'école. Il faut l'encadrer aussi. Et mettre un enfant au monde, c'est vrai, il y a ses amis, mais d'abord, le parent doit d'abord être l'ami de son enfant. Connaître ses faiblesses et surtout connaître la mentalité de son enfant. Okay. Parce que quand tu sais comment réagit ton enfant face à une situation, il y a certains types de conseils que tu peux lui donner. Et il y a certains parents qui oublient là, ce côté-là. Donc pour eux, la plus grande partie, la responsabilité revient à l'éducateur à l'école. OK. Merci pour toutes
Ces réactions, on note des choses, des points très, très pertinents, notamment la responsabilité des parents. Mais à ce point, le sentiment d'un enfant, d'un étudiant, le sentiment d'être abandonné par le parent. Lorsque le parent met à l'école, il se dit, voilà, j'ai fait ma part, c'est l'école, on ne surveille plus ce qui se passe à l'école. Et c'est important de l'entendre de la bouche des élèves, des étudiants, des ados. Monsieur Tapé, la question qui vous a été posée. La question, elle est vraiment pertinente. Mais ce que je voulais dire, ce n'est pas que je dénie toute responsabilité de l'école, mais je trouve que la situation nous est imposée. La question, pour être plus précise, en fait, pour mieux la comprendre, c'est qu'est-ce que vous faites? La question, il a dit. Donc, je pense que le phénomène nous est imposé à l'école. L'enfant a acquis ses habitudes. Comme il le dit, ils ont voulu être cool. Et ils viennent à l'école... En étant cool. En étant cool. Nous, on fait quoi? Mais les dispositions que nous prenons, d'abord, il y a le règlement intérieur de l'école qui interdit toute consommation d'alcool et de substances toxiques. Ça, il y a d'abord ça, le règlement intérieur. Ensuite, dès que nous détectons un cas, nous convoquons les parents. Les parents viennent, devant nous, ils crient comme ils peuvent, mais dès qu'ils sortent, c'est fini. Et devant même, on sent souvent que le parent est en train de forcer pour gronder son enfant. Il force parce qu'il n'en a pas l'habitude. Comment vous sentez ce défaut-là? Comment on peut sentir? On le sent parce que l'enfant à la maison, il est commandant. OK. Il est commandant. D'accord. Donc, s'il crie fort, ils vont se retrouver à la maison. Monsieur rebondir sur ce qu'il est en train de dire. J'aimerais rebondir sur ce qu'il est en train de dire. Les enfants règnent à la maison. Oui, ils règnent à la maison. Parce que, par ailleurs, je suis responsable de l'ONG Educ Protect, une ONG qui est dans le domaine de l'éducation, ONG chargée d'éduquer, de protéger les élèves, les apprenants, de lutter contre les comportements déviants, parce que, bien évidemment, la consommation de la drogue, de l'alcool, s'inscrit dans le cadre des déviances. Alors, nous étions dans une famille à l'occasion d'échanges avec les parents, et nous avions réalisé qu'au sein de cette famille, même pour le père même, pour dire à son enfant, apporte-moi ce verre, mais c'est beaucoup de difficultés. Ah bon? Oui, il le dit, mais comme le monsieur l'a si bien indiqué, vous savez que du point de vue de la communication, mais ce qu'on dit, il y a le non-verbal qui est significatif. L'expression du visage, la posture, les mimiques, l'expression corporelle, la gestuelle. Un parent, n'est-ce pas, en disant à l'enfant, va prendre le verre, mais le geste doit suivre, va me prendre le verre. Mais il ne dit pas à son enfant, va me prendre le verre. Vous voyez ma posture? Vous voyez? À la limite, n'est-ce pas, c'est une posture de pitié. C'est une posture de négociation. C'est peut-être une posture de respect. C'est peut-être une posture de respect de l'enfant. Je vais vous étonner. Il y a même un élève qui nous a dit, dans le cadre de nos enquêtes de terrain, d'un établissement, je ne vais pas citer le nom, il a parlé de Yopougon tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est du côté de Cocody. Alors, l'élève qui nous dit que lui, à la maison, son papa ne peut pas lui dire de faire quelque chose, je vous assure. Lui, à la maison, on ne lui dit pas de faire quelque chose. Vous comprenez que face à de telles situations, quand l'école reçoit de tels élèves, qu'est-ce que l'école peut faire? L'école fait, n'est-ce pas, ce qu'elle peut, en imposant un règlement. En même temps, j'entends bien ce que vous dites, mais en même temps, l'école doit faire quelque chose. Oui, elle impose un règlement intérieur. C'est son rôle et c'est sa responsabilité. L'école fait quelque chose. Les maîtres font des efforts. Ils font beaucoup d'efforts d'ailleurs. Moi, je vous dis, ils le font. L'école peut faire quelque chose. Si on lui donne les moyens de le faire. Tout à l'heure, le parent d'élève a dit quoi? C'est même pas le parent d'élève, c'est M. Grippin, qui dit que les lois qu'on impose à l'enseignant aujourd'hui... Oui, bien évidemment, parce que l'école est dans une institution. Le désarme, les droits de l'enfant par ici, les droits de l'enfant par là. Il faut respecter les droits de l'enfant. On va vous permettre de développer. On va vous permettre de développer. On va faire juste une pause. Respectons les droits de l'enfant et laissons-les faire. Mais il faut respecter les droits de l'enfant. Oui, laissons-les devenir cool. Laissons-les devenir cool. D'accord. Ils prennent leur drogue. On va aller à la pause publicitaire. Alors, respecter le droit de l'enfant ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'éduquer, qu'on ne doit pas l'éduquer, Monsieur Cadio. Bon, il faut vraiment respecter le droit de l'enfant. Mais il y a, au niveau de l'administration, je voudrais citer un cas d'école quand même. L'environnement scolaire est pollué. Hein. Par exemple, à Adjamé, il y a une école, je ne dis pas le nom de l'école, mais qui est juste le marché. Et à l'intérieur, hein, les échanges se font rapidement. Il y a également une école à Williamsville qui est juste à côté du cimetière. Et dans le cimetière, il y a beaucoup de choses qui se font. Et donc, l'environnement scolaire est pour
l'introduction de la drogue. Alors pour cela, il y a le proviseur du lycée des jeunes filles de Benjerville qui a fait détruire tout ce qui est désordre autour de son école. Elle a assaini l'environnement de son école et les enfants travaillent dans de bonnes dispositions. Moi, j'ai l'une de mes petites filles qui est là-bas. Elle a de très bonnes notes. Vous comprenez? Donc, il a fallu qu'elle prenne la décision, l'engagement de faire détruire tout ce qu'il faut détruire pour assainir son environnement. Et ça, c'est une bonne chose. Ce sont des exemples qu'on doit pouvoir copier, reproduire pour avoir les meilleurs résultats. Voilà. OK. Bon, nous souhaitons, comme le dit le président des parents d'élèves, nous souhaitons avoir le soutien. Le soutien de qui? Le soutien dont a bénéficié Madame le proviseur. Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle a bénéficié d'un soutien? Puisque nous, non, quand je dis... Chacun a son budget, il fait le son budget. Quand je le dis, puisque nous interpellons l'autorité, monsieur le dictateur, et personne ne réagit... Monsieur le dictateur, Monsieur le directeur, on ne va pas l'enguiner encore. Je vais prendre mon air sérieux de Dida Baoulé. Voilà. Avant, quand ton père te regarde, son regard te parle. En même temps. Oui. Communication non verbale. Il va te botter. Et puis, son ami qui est dehors, qui te voit flâner, il te botte. Oui, 2 fois. Moi, je crois qu'on doit revenir à l'éducation classique, où les maîtres chicotaient. Ou même au collège. Quand tu prends position, le professeur dit, tu veux prendre position? Il enlève le blouson et puis il dit, allons-y dehors. Quand je vois des élèves frapper leur professeur, non, nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Pas du tout. Et ça commence là. Parce que quand tu as ce comportement-là, ta drogue n'est pas tout près. En tout cas. Et moi, je crois que depuis un certain moment, depuis une décennie, les parents ont démissionné. Ils s'embourgeoisent, ils donnent un certain culture. Aujourd'hui, on parle de droit d'enfant. Quel droit d'enfant? Quel droit d'enfant? Si on n'avait pas cette éducation, on ne serait pas ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On ne dit pas qu'on a percé, nous. Mais on avait le minimum. Papa est dit à maman est Baoulé. Elle a son éducation de Baoulé. Elle te donne ça quand papa est au travail. Quand papa vient, il prend côté Dida. 2 feux. Toi-même, quand tu te regardes là, même si tu vauries à l'école, tu t'arranges pour être un peu parmi les meilleurs. Et moi, je dis, on doit revenir à l'éducation classique. Le maître, l'enfant joue au con, il le frappe. Mais aujourd'hui, tu frappes. Alors, pourquoi vous avez frappé mon enfant? Le maître a problème. La prison, hein. Là, tout à l'heure, le doyen parlait de l'établissement où il y avait la dame qui vendait Koutoukou en face. Mais c'est que le commissaire, il est un gombo à lago. Comment il démissionne? Attends, un corps habillé qui se permet de dire... Excusez-moi, mes amis commissaires, je vais vous dire, moi, je suis corps habillé. Je suis au courant. Comment tu peux dire? On ne peut rien faire. Mais c'est quel commissaire, ça? On ne peut rien faire. Et j'ai fait en 2 ans. On va t'affecter à Tengré là. Parce que Yopougon là ne te va pas. On t'affecte à Tengré là-bas, au moins, bon, tu vois quoi, tu as géré ça. Donc, moi, c'est ce que je voudrais dire, Evelyne, que les parents reviennent et qu'ils soient les complices des enseignants, des éducateurs. Sinon, on va faillir. Après, on est devenu dernier. Oui, on est dernier. Merci, Tuken. Dernier. Merci, Tuken. Donc, essayons d'être premiers. Et nos enfants, la drogue, là, ce n'est pas une bonne chose. Mon fils a dit tout à l'heure, quand on fume, on dit on est hier. On est cool. On est cool. Tu es cool. C'est ta folie qui commence comme ça. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Merci. En tout cas, en consommant de la drogue, on n'est pas cool, on n'est pas cool du tout. Mais j'aimerais qu'on continue ces échanges parce que les droits de l'enfant doivent être respectés. Éduquer un enfant ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ses droits. Vous êtes psychologue. Oui, merci madame. Oui, bien évidemment, il faut dire que en matière d'éducation, la chicotte devait intervenir en dernier ressort. La chicotte, elle doit intervenir en dernier ressort. En tout cas, lorsque toutes les voies de communication ont été entrevues. Parce que le débat fondamental, c'est que nous ne communiquons pas au quotidien avec les enfants. Les parents, n'est-ce pas, ne communiquent pas. Papa est parti le matin au boulot, maman va qu'à ses occupations. L'enfant, n'est-ce pas, est livré à lui-même. Il emprunte, n'est-ce pas, le chemin de l'école. Il y a le parcours, l'itinéraire entre la maison et l'école, entre l'école et la maison. Avant même d'arriver à l'école, il rencontre, n'est-ce pas, des individus en cours de route. Mais ce chemin-là, simplement, est un chemin propice à la consommation, n'est-ce pas, d'alcool, de drogue, etc. Donc le débat fondamental, nous devons revenir, n'est-ce pas, aux fondamentaux. C'est la communication. Il faut échanger avec l'enfant. Il faut échanger avec l'enfant et il n'y a pas de communication de trop. Il n'y a jamais de communication de trop, surtout à la période de l'adolescence. Si nous prenons la tranche d'âge, donc période de l'adolescence de 11 à 18 ans, mais c'est une période triptyque.
avec les 3 T, si je peux, n'est-ce pas, brièvement les développer. Le premier T, c'est la transition. Le deuxième T, c'est la transaction. Et le troisième T, c'est la transgression. Transition... Est-ce que vous pouvez répondre pour nos téléspectateurs? Donc, les 3 T. Okay. Le premier T, c'est la période de transition, la période adolescente. D'accord. Au cours de cette période, l'enfant, n'est-ce pas, passe de la période infantile à la période adulte. Donc, l'adolescence, n'est-ce pas, c'est une phase de transition. Le second T, c'est une période de transaction. La transaction, l'enfant rentre en relation avec d'autres enfants, les échanges, avec ce qu'on appelle les groupes de paix, les amis. Les amis qui vont proposer, n'est-ce pas, des formes de communication informelle, de mauvais comportements dans la majeure partie des cas. Car la vérité, le parent peut proposer une bonne éducation à son enfant, peut proposer de bons comportements à son enfant, mais dès l'instant où l'enfant rencontre des groupes de paix avec des comportements déviants, mais la tentation, n'est-ce pas, la commission d'actes déviants, n'est-ce pas, est grave, avec la consommation de drogue et d'alcool. Okay. Le troisième T, c'est la transgression. L'enfant, dans la période d'adolescence, n'est-ce pas, il va essayer d'enfreindre aux règles, oui. Parce que l'enfant, au départ, lorsqu'il naît, il est dans une famille, il se soumet au départ, aux directives parentales. Papa dit, fais ceci, fais cela, il le fait. Il a 4 ans, il a 5 ans, il est faible. Il ne peut pas dire, ne le fais pas, parce qu'on va le battre, on va le fouetter, comme l'a si bien indiqué tout à l'heure. Non, Soukenpat. Mais au niveau de la période de l'adolescence, si nous prenons l'âge de 15 à 16, 17 ans, l'enfant, avec l'apparition des caractères sexuels secondaires, avec la transformation du corps, il est devenu robuste. Si c'est un petit garçon, il est devenu robuste. Mais il se dit qu'à ce niveau-là, papa ne peut pas le frapper. Donc il aura tendance, n'est-ce pas, à transgresser, à enfreindre les règles, à s'essayer, comme il a dit, n'est-ce pas, notre ami dans le public. Il va s'essayer, n'est-ce pas, en adoptant un certain nombre de comportements déviants. Et il faut l'indiquer tout de suite. Les comportements déviants ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, mais ce sont des comportements qui sont interdits par le règlement intérieur au sein des établissements. Je pense que les établissements le font. Donc, en allant justement vers ces comportements déviants, et que nous allons vers la fin de cette émission, est-ce qu'on peut aborder les solutions? D'après vous, on a vu la responsabilité des parents, la responsabilité des autorités, la responsabilité de l'élève lui-même, l'impuissance, vous l'avez reconnu sur ce plateau, des directeurs d'établissement, des enseignants. Mais quelle solution? Parce qu'il faut bien qu'on puisse régler le problème dans nos établissements. Monsieur Tapie. Okay. Alors, la première solution en tant qu'encadreur, c'est d'abord de faire appliquer strictement les règlements intérieurs que nous nous donnons. Et à ce niveau-là, je ne doute pas. Déjà qu'il faut en avoir, parce qu'il y a des établissements qui n'ont pas de règlement intérieur. Bon, je ne pense pas. Ok, d'accord. Même si l'établissement spécifiquement n'a pas son règlement intérieur, il y a le règlement intérieur du ministère. Ok, d'accord. Donc, faire appliquer strictement les règlements intérieurs. Première solution. On s'est donné. Okay. Deuxièmement, se faire accompagner par les parents. Quand je dis accompagner par les parents, nous faisons ce que nous pouvons. Quand nous convoquons le parent, qu'il vient, qu'on lui signifie la déviation de son enfant, il faut qu'il nous aide. Donc une implication des parents. Une implication des parents, en sensibilisant. Ensuite, quand on parle du phénomène de drogue, on ne voit peut-être souvent que les quartiers dits défavorisés. Mais quand on peut donner comme argent de poche 50 000 à un enfant pour une semaine... Mais ça, c'est une fortune. Mais vous ne voyez pas qu'il a la possibilité, la latitude de se procurer tout ce qu'il faut comme drogue, cigarettes, alcool. Okay. Donc je note dans ce que vous dites, implication des parents. Implication des parents. Dans l'éducation. Dans l'éducation de leurs enfants. Ok, Monsieur Kadio, je vais finir avec vous. D'accord. Il faudra que les parents soient rigoureux dans la formation de leurs enfants. En même temps que le parent a de l'affection pour son enfant, il doit être rigoureux, prendre des décisions pour que l'enfant puisse comprendre que ce parent-là veut de son bien. Lorsque l'enfant a compris cela, c'est important, l'enfant devient complice de son papa et les choses vont aller tranquillement. Mais lorsque vous donnez suffisamment d'argent à un enfant, vous le gâtez. Vous ne l'aidez pas du tout, vous détruisez vous-même votre propre progéniture. Ça, c'est à proscrire. Il faut éliminer tout ce qui est... Il faut assainir l'environnement scolaire, détruire les fumoirs, contrôler régulièrement les enfants quand ils viennent à l'école. Le parent doit être aussi vigilant vis-à-vis de son enfant. Il doit être vigilant, suivre le comportement de l'enfant, de sorte qu'on puisse changer lorsqu'on voit que ça ne va pas. Et il faut opérer des arrestations régulièrement de tous ceux qui s'introduisent et donc qui véhiculent donc la drogue dans le milieu. Et en le faisant, je pense qu'on peut arriver. Et il faut aussi
introduire les psychologues dans les écoles. Nous, au niveau de l'OPC, nous avons une cellule, on a un responsable qui dépiste l'utilisation de l'abus de la drogue en milieu scolaire. Nous l'avons. Nous avons cette cellule-là qui est là et qu'on met à la disposition de l'école ivoirienne. Donc, on peut à tout moment nous consulter si on se rend compte que l'enfant est dans une situation déviante. La cellule peut le prendre en charge, dépister et puis l'affecter où on doit pouvoir l'aider à se transformer. OK, merci. Donc, bien noté. Juste Crépin, Gondo, vos solutions? Comme solution, j'ai 2 thèmes. Application et responsabilisation. Application parce que quand on fouille dans les tests, tout existe. Hein? La loi qui régit les débits de boissons, tout est dit. Mais c'est dans l'application qu'on a un souci maintenant. Parce qu'une chose, ce n'est pas de prendre les lois. Une chose, c'est qu'on doit prendre les lois, mais après, on doit aller jusqu'à l'application. Deuxième des conseils, c'est la responsabilisation. Il faut qu'on ait des parents plus responsables, des enseignants plus responsables et une société plus responsable. Là, vous voyez un peu le jeu auquel on a joué. On a vu chacun se jeter la responsabilité. Et pourtant, si on est des alliés, c'est pour le bien de l'enfant. Donc, à la fin, le parent ne doit pas tout rejeter sur l'enseignant et l'enseignant ne doit pas rejeter tout sur... mais plutôt faire comme mon père et mon enseignant de la dernière fois, se mettre ensemble et puis être des alliés. Parce qu'on va beau faire... aucun enseignant ne veut voir un enfant consommer de la drogue, autant aucun parent ne veut. Mais si on applique nos tests qui ont été pris et qu'on responsabilise des personnes qui vont appliquer ces tests et qu'on a des parents beaucoup plus responsables, c'est sûr que ça va réussir au moins à résorber le problème. Merci. Monsieur Adakin, vous êtes psychologue. En un mot, vos solutions? En un mot, ce que nous pouvons dire, il faut dire tout de suite qu'au niveau de l'ONG EducoProtect, nous avions développé, en tout cas, un ensemble de solutions, mais je vais énumérer rapidement quelques-unes. Alors, au niveau de la communauté, parce que pour expliquer ce phénomène, c'est une association de plusieurs facteurs. Hein. Il faut la cohésion au niveau, n'est-ce pas, des liens dans les communautés. Okay. Hein, il faut une certaine cohésion au niveau même de la famille. Il faut une participation des élèves aux activités scolaires. Il ne faudrait pas laisser l'oisiveté, n'est-ce pas, à l'élève, car l'oisiveté est mère de toutes les sur le net, on a vu quelqu'un qui l'a dit, les activités extrascolaires. Voilà. Il faut amener, n'est-ce pas, l'enfant à avoir l'amour de l'école. Il faut amener l'enfant, n'est-ce pas, à avoir un attachement à l'école. Il ne faudrait pas que l'école apparaisse pour l'enfant comme étant un endroit de punition, comme étant une corvée. Lorsqu'on dit à l'enfant, par exemple, si tu fais ceci, cela, tu iras prendre ton cahier. Et toi, là, pas ceci, sinon tu iras étudier. Et fais attention, sinon je vais appeler le maître. Mais vous voyez la représentation de l'école qu'on inculque à l'enfant. Il faut amener l'enfant, n'est-ce pas, à avoir l'amour de l'école, un attachement. Parce que quand il n'y a pas d'attachement, alors il ne rentre plus à l'école, il reste, n'est-ce pas, en dehors de l'école et il peut être amené à consommer l'alcool, la drogue, etc. Au niveau, n'est-ce pas, des relations entre amis, relations entre pairs, il faudrait que le parent soit regardant. Le parent doit être capable de dire à son enfant, ton ami là, celui-là, je ne veux pas de lui chez moi. Voilà, je préfère l'autre. Voilà, il faudrait au moins qu'à ce niveau-là, les parents puissent, n'est-ce pas, faire cela. Maintenant, au niveau de l'institution, il faut renforcer l'encadrement. Il faut renforcer l'encadrement à travers, n'est-ce pas, l'implication des conseils d'orientation psychologues qui sont en manque dans nos établissements. Merci pour toutes ces solutions. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Ce soir, je rappelle, nous avons abordé la consommation de la drogue et de l'alcool à l'école. Merci d'avoir suivi ce numéro de On en parle. À 19h50, vous aurez le journal télévisé avec Ali Diarra-Souba et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un autre numéro de On en parle. Prenez soin de vous.